On va faire cet enregistrement sur donc il y a un spécial podcaston et donc je suis ravi de te recevoir, de recevoir ici sur Je ne perds jamais. Le podcaston, bah, comme son nom l'indique, c'est le Téléthon du podcast hein, ou le podcast Téléthon. C'est une opération qui est à sa troisième édition, je crois, et qui permet de mettre en avant et de donner une tribune tout un tas d'associations et je pense que c'est très important d'être engagé, d'être impliqué. Nous, en tant que podcasteurs, on a ce qu'on appelle une voix qu'on doit porter et donc je pense que c'est quelque chose de fondamental. Donc moi, c'est la troisième année que j'y participe. Et puis cette année, bah écoute, voilà, c'est toi qui viens présenter parce que certains te connaissent comme un entrepreneur et donc un partenaire chez Serena. Mais aujourd'hui, tu vas après t'être présenté rapidement, et ben, tu vas nous parler de l'association dans laquelle tu es impliqué, tu t'impliques. Et comme ça, ça va nous permettre de faire un coup de projecteur sur, je crois, quelque chose qui est très, très important parce que ça nous touche tous au plus près. Alors Jérôme, c'est à toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? En général, c'est moi qui le fais, mais là, c'est mieux, c'est mieux si c'est toi. D'accord. Bah, écoute, déjà, merci Patrick pour l'invitation. Très ravi, vraiment enchanté de venir partager cette expérience du village d'enfants extraordinaire, qui est l'association que j'ai créée avec ma femme il y a maintenant 5 ans pour aider les enfants en situation de handicap et notamment de handicap mental. Pour me présenter, bah, moi j'ai un parcours d'entrepreneur. Je suis tombé dans le web, ça fait un peu vieux dinosaure en 99, donc dans le siècle d'avant. On est un peu Et les mêmes, hein. Moi, j'ai commencé en 80. voilà. Tu vois, Voilà. Et ben, bon, on est toujours là. Et donc, j'ai eu un parcours où j'ai créé 3 sociétés, 3 startups depuis l'idéation jusqu'à l'exit et en passant par des chemins qui n'étaient pas du tout linéaires, de pivot, rachat de concurrents, internationalisation, croissance externe. Enfin voilà, j'ai découvert pas mal de choses. Et ça a duré 20 ans, principalement dans les martech. Et puis après la dernière expérience. J'étais un peu, alors j'étais après la quarantaine, j'étais aussi en quête de sens et j'avais envie de pouvoir impacter et pouvoir bah, donner de mon temps sur des projets qui avaient vraiment un impact sur la vie des gens. Et il s'avère que bah, mon parcours personnel fait que ma fille est née il y a maintenant 19 ans avec un syndrome génétique rare qui fait qu'elle est polyhandicapée et j'ai découvert ce monde du handicap avec la parentalité. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un nombre de problèmes vraiment ouais, colossaux dans cet écosystème du énorme. handicap. Voilà. Et donc, un entrepreneur, bah, quand il voit des problèmes, bah, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des solutions. En tout cas, il essaie de les trouver. Et donc, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de créer une solution pour aider ces familles d'enfants en situation de handicap sévère, dont le principal problème, et c'est assez lunaire quand tu y penses, pour une société comme la France, qui est quand même un pays assez développé. Tu as aujourd'hui à peu près 100 000 enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle d'être inclus dans un système où tu as 30 enfants par classe ou même dans des classes Ulysse en petits comités parce qu'ils n'ont pas les compétences intellectuelles. C'est pas qu'on ne Et veut puis en pas, c'est fonction, qu'on ne peut en pas. fonction du handicap, tu peux tout simplement pas, t'es pas outillé pour pouvoir suivre des cours, j'imagine, et avoir une éducation classique. C'est impossible, quoi. Oui, et puis surtout, en plus, on cherche pas à développer les mêmes compétences. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un handicap mental sévère, on va essayer vraiment de développer son autonomie. Ça va être des choses essentielles comme manger tout seul, marcher, Bien sûr. pouvoir aller trouver son chemin. Ou bah, un enfant que j'appelle ordinaire, parce que j'ai également 2 autres enfants ordinaires. Bah là, tu vas essayer de développer très rapidement l'autonomie qui va intervenir, on va dire, à 4, 5 ans. Et puis derrière, tu vas être amené à développer toutes tes compétences, on va dire, intellectuelles autour des mathématiques, du français, savoir écrire, Bien savoir sûr, parler, ouais. etc. Là, on a affaire à des enfants qui parfois ne sont même pas verbaux, donc ne communiquent pas par la voix, mais communiquent par des pictos, par des signes. Ouais, ouais. Et donc, ces enfants-là, ils sont pas accueillis dans le système éducatif ordinaire. Ils ont besoin d'être pris en charge dans des institutions spécialisées. Sauf qu'on n'en crée plus, quasiment plus depuis une quinzaine d'années. Et donc, tu as 100 000 enfants qui sont en attente d'une place, qui n'ont pas de solution éducative, et donc qui sont chez eux, qui sont baladés de professionnels de santé en professionnels de santé, avec, t'imagines, toutes les conséquences pour la famille. Un des deux Ah ouais, parents qui arrête de bosser, des problèmes exact. financiers, des divorces, et donc une spirale extrêmement négative.
Et donc voilà, on avait envie avec ma femme d'aider ces familles. Et donc on a imaginé un concept innovant dans le monde du handicap qui s'appelle le village des enfants extraordinaires, qui est un lieu déjà sympa, beau, travaillé esthétiquement. Et j'insiste là-dessus parce que dans le monde du handicap, Un endroit physique qui participe à lui seul d'être accueillant et d'être un endroit où on se sent bien, c'est ça? c'est exactement un endroit où l'enfant a envie de venir. Ça, c'est essentiel parce que dans le monde du handicap, c'est souvent très austère, glauque, médicalisé, et donc tu n'as pas envie d'y aller. Et un enfant qui a pas envie d'aller, c'est déjà un premier échec, entre guillemets, pour l'apprentissage. Donc, on a designé un lieu qui est assez incroyable avec des designers du Puy du Fou et de Disney. Ils ont fait tout un thème autour de la nature enchantée sur 1200 mètres carrés avec vraiment une expérience magique. Et le deuxième point essentiel, c'est apprendre et donner envie d'apprendre. Et donc là, on a des cours qui sont structurés par des art thérapeutes. On utilise la médiation des sports, des arts, des nouvelles technologies pour donner envie aux enfants d'apprendre. Très concrètement, ça va être des cours de karaté pour développer sa psychomotricité, des cours d'art plastique, des cours de musique, des cours de cuisine, pour à chaque fois développer l'autonomie. Et puis, tu as toute une partie en accès libre où les parents vont pouvoir rester avec l'enfant une fois que le cours est fini, avec notamment une salle de playroom numérique, des cours moteurs, une salle de cinéma complètement voilà, identique d'une vraie salle de cinéma avec des fauteuils rouges, un écran, parce que ces enfants n'ont pas accès à la culture, parce qu'ils s'expriment d'une manière qui fait qu'ils peuvent déranger dans des cinémas ou des théâtres classiques. Et donc, on organise à la fois des projections et des spectacles. Et l'idée, c'est que les familles se sentent bien. Donc, ça veut dire que les parents viennent avec leur enfant, extraordinaire, mais ils peuvent également venir avec la fratrie. Et donc, c'est un lieu, un cocon, où chaque semaine, D'accord. pendant une demi-journée, les parents, l'enfant extraordinaire et parfois les autres enfants ordinaires vont venir passer un moment agréable, ludique, éducatif, où ils vont pouvoir avoir du répit et également se sentir bien. Voilà. Et on a lancé le premier pilote il y a maintenant 1 an et demi, qui a ouvert à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94. J'allais te demander où c'était. En Saint-Maur, le 94, c'est ça, région parisienne? Voilà, région parisienne, à 15 minutes de la porte de Bercy, donc la porte du périphérique, et bien sûr accessible en RER également. Et ce pilote, en fait, on a mis entre guillemets 5 ans à l'ouvrir parce que on pourra en parler, mais on n'est pas sur un projet digital, donc Ah oui, là oui, on a d'autres enjeux pour ouvrir. Mais en tout cas, il a clairement. ouvert, il fonctionne bien. On accompagne aujourd'hui 200 familles à l'année. On a un potentiel aujourd'hui de pouvoir sur un lieu accueillir jusqu'à 1000 familles. Et donc là, on a 600 familles en liste d'attente. Et bien sûr, on a un enjeu de financement puisqu'on fait en sorte que ce lieu soit accessible au plus grand nombre, indépendamment des ressources financières. Donc, on subventionne le coût réel pour que toutes les familles puissent y avoir accès. Ça commence à partir de 60 euros par an pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, jusqu'à maximum 1000 euros par an, là où le coût réel est à plus de 6000 euros pour une prise en charge. Donc, on fait en sorte d'aller chercher des dons, des subventions. Et donc, à chaque fois qu'on prend des nouveaux enfants, il faut trouver les dons associés. Et donc, pour nous, c'est voilà, essentiel. Et donc, derrière, une fois qu'on a ouvert ce lieu qui fonctionne bien, maintenant, on commence à réfléchir à en ouvrir d'autres dans toute la France. Le décliner, l'ouvrir dans d'autres endroits en France. Exactement. En fait, un peu comme dans tout projet innovant, on a fait un MVP, donc un minimum viable product. Donc on voulait s'assurer que ça répondait bien aux besoins. On a aussi appris pas mal de choses d'ailleurs, des choses qu'on imaginait qui allaient bien très bien fonctionner, qui ne l'ont pas. D'autres choses, on avait un peu pas beaucoup d'attentes et finalement ça a très très bien fonctionné. Donc voilà, on a appris et l'idée c'était vraiment de roder le premier village pour se dire voilà, quand on en ouvre d'autres, on sait exactement comment l'opérer, comment fonctionner. On en a à ce stade-là aujourd'hui, donc on commence à se projeter sur se dire, bah voilà, on va en ouvrir d'autres. Alors, on a beaucoup de demandes, bien sûr, dans la région parisienne. De l'autre côté, nous, on est dans l'est de Paris, on a beaucoup de demandes dans l'ouest de Paris. Et puis, on a aussi beaucoup de demandes en région, parce qu'il y a encore moins de choses qu'à Paris. Et donc, voilà, on va devoir arbitrer effectivement sur les lieux qu'on choisira à l'avenir. C'est un endroit, toi, je dirais qu'avec ton approche d'entrepreneur, j'imagine que dans l'idée de déclinaison de ce lieu-là, tu essayes de voir tout ce qui est scalable et reproductible parce que tu peux, j'imagine, normer un certain nombre de choses. Euh, le- Parce que Le ça va être ça la concept, clé. effectivement, alors le concept en termes d'exécution, déjà, c'est un lieu où il y a une histoire autour de la nature enchantée. Chaque pièce raconte une histoire et est designée
as la clairière, tu as la montagne étoilée, tu as les aurores boréales. Donc, chaque salle a une histoire et ça permet de faire la pédagogie. Et c'est aussi également rassurant pour des enfants extraordinaires parce qu'on est dans la nature et donc c'est des éléments qu'ils comprennent, qu'ils connaissent. Il n'y a pas besoin de conceptualiser des choses qu'ils ne connaissent pas déjà. C'est rassurant, la nature. Donc tout ça, ce design-là, ce travail qui a été fait de définir quelle salle était nécessaire, avec quel concept, ça a été complètement fait. On s'est accompagné, ça a pris quasiment 2 ans de conception, juste en 3D. Hein. Pendant 2 ans, on était sur la 3D dans le détail à savoir ce qu'on allait mettre à quel endroit. Pourquoi? Parce que chaque salle nécessite des infrastructures parfaitement adaptées. Je vais donner un exemple. Notre salle de danse, on a un H au plafond motorisé qui permet à un enfant qui est sur fauteuil d'être verticalisé. Ça veut dire qu'il peut avoir une expérience d'assister à un cours de danse avec d'autres enfants, alors que lui, normalement, il est sur fauteuil et donc là, il peut avoir une expérience d'être verticalisé. Et ça, on n'avait pas eu l'idée. On s'est fait accompagner thérapeute et on leur a dit à chaque fois, et nous, la salle de vos rêves. Vous n'avez aucune contrainte de moyens et open bar en termes de budget. Si vous deviez avoir une salle de danse parfaitement adaptée pour des enfants en situation de polyhandicap et de handicap mental, il vous faudrait quoi? Et donc là, ils nous ont dit, voilà, on aimerait un H motorisé, on aimerait un écran géant, mais attention, cet écran géant, il faudrait qu'il soit possible de l'occulter parce que ça peut être trop de stimulation. On veut bien évidemment des miroirs, mais pareil, il faut pouvoir les occulter parce que ça peut être trop de stimulation, on veut les ouvrir au bon moment. Bien sûr, on veut des barres comme dans une salle de danse, on veut un seul technique. En fait, à chaque fois, on a dessiné pour chaque salle avec 2 professionnels qui était vraiment attendu. Et donc derrière, on a ce concept qui est complètement maintenant clé en main, qu'on peut aller décliner. Après, l'autre enjeu, c'était de voir ce qui était apprécié des familles. Donc, on avait fait tout un travail en amont de discovery, en posant des questions à une cinquantaine de familles pour comprendre quelles étaient leurs attentes. Bon, après, dans la réalité, il y a toujours un petit écart entre ce qui est verbalisé et ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne extrêmement bien, en fait, avec l'offre des parades, c'était la possibilité de venir à la journée en accès libre. Donc, tu viens et tu profites des infrastructures avec ton enfant. Et tu as une autre offre où là, tu viens pour profiter d'1 heure de cours en petit groupe avec un professionnel sur une discipline très précise, le karaté, les arts plastiques, la musique, le théâtre, etc. Et après, tu profites de l'accès libre. Et dans nos interviews au préalable, on avait beaucoup de demandes sur l'accès libre. Et dans la réalité, ce qu'on constate, c'est que toutes les familles veulent profiter de ces cours et de ces ateliers parce que ça permet aux enfants d'être en collectif. Et il manque dramatiquement de collectivité puisque ce sont des enfants qui sont finalement très isolés, qui sont avec des professionnels de santé en mode one-to-one et qui finalement ne profitent pas des interactions. Et certains d'entre eux ont des troubles autistiques, donc c'est super important de pouvoir apprendre à évoluer avec d'autres enfants. Et puis, il y a aussi ce plaisir de pouvoir dépasser ses limites. Par exemple, quand tu vois des cours de karaté, ça permet à des enfants d'arriver à développer leur motricité, lever leurs jambes alors qu'ils avaient du mal à le faire. Quand tu fais des cours de cuisine, à manipuler des fourchettes de manière précise. Et en fait, ils font des progrès. Mais ils font des progrès parce que tu mets une médiation qui est un sujet qui les intéresse, qui leur procure du plaisir et de la joie avec des professionnels qui s'adaptent à leur pédagogie. C'est-à-dire que là, il y a rien qui est calqué. Quand tu discutes avec eux, c'est assez magique. En début de cours, ils ont une trame, mais ils vont être dans l'adaptation à 100%. Ils sont obligés. C'est un peu le rêve qu'on aimerait avoir à l'école, entre guillemets. J'allais te demander côté éducateur et personnel de fonctionnement. Ça doit être une des parties les plus difficiles pour réunir les bonnes personnes parce qu'il faut, j'imagine, à la fois des gens qui sont gestionnaires parce que c'est une business unit dans mon jargon à moi, tu vois ce que je veux dire? C'est même si on s'occupe des enfants qui sont en difficulté et handicapés, mine de rien, il y a une gestion comptable, gestion du lieu, etc. Donc il faut à la fois être gestionnaire et puis il faut des éducateurs spécialisés. Donc par essence, c'est difficile. C'est difficile de trouver ces profils-là. En plus, tu disais que c'est pour différentes formes de handicap. Donc en plus, il y a des écarts, j'imagine, forts entre les enfants. Donc ça doit être compliqué de gérer, d'accueillir tout le monde et de délivrer un cours en commun avec différents profils. Tout à fait raison. En fait, tu as très bien résumé, il y a 2 types d'équipes. Il y a l'équipe permanente qui vraiment gère le lieu, gère l'accueil des familles, gère toute l'adhésion, vont s'assurer de la satisfaction des enfants et des parents. Notamment, tu as mis le doigt sur un élément essentiel, c'est la constitution des groupes. C'est assez magique parce que effectivement, on rencontre l'enfant dans cette équipe permanente
qui est constitué vraiment de professionnels du handicap qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience dans l'éducation de ces enfants extraordinaires, va vraiment essayer de comprendre avec les parents, mais également en regardant et en travaillant avec l'enfant pendant quelques premières séances de tests, de comprendre dans quel groupe il pourrait bien s'intégrer. Et donc, c'est des petits groupes de 3-4 enfants. Et effectivement, il y a un certain doigté, une certaine magie à bien construire ces groupes. Ça, c'est vraiment le rôle de l'équipe permanente en amont, de bien comprendre ça. Par exemple, si tu as un enfant qui va être potentiellement avoir des crises et qui peut être violent, tu vas faire attention effectivement à n'en avoir qu'un par groupe. Tu vas pas mettre 2-3 enfants avec cette caractéristique-là, parce que ça va être ingérable pour le professionnel qui va les encadrer. Si tu as un enfant qui a un trouble autistique et qui a tendance à s'isoler et à se mettre dans un cocon de repli, bah pareil, tu vas essayer d'en avoir un par groupe. Donc voilà, il y a un certain doigté. Et puis après, le deuxième niveau, c'est l'équipe de professeurs, entre guillemets. Nous, on appelle ça les art thérapeutes ou les artistes enseignants. Là, on a une quinzaine de professionnels. Ils ont tous la particularité d'avoir une expérience incroyable, longue, avec des enfants extraordinaires. Ils ont cette capacité à s'adapter, qui est juste dingue. Et ils maîtrisent également leur discipline, parce que ce sont des gens qui sont très bons dans leur discipline, que ce soit le karaté, le cirque. Il faut vraiment des gens qui sont en mode commando, hyper agiles, hyper flexibles, parce que la situation, elle est particulièrement hard à gérer, hein, j'imagine. Et franchement, de ce côté-là, bah écoute, on a une quinzaine de professionnels qui gèrent nos cours. Ils sont extraordinaires. Alors, on les fait. Moi, je suis un maniaque de l'évaluation parce que dans le business, pour moi, c'est important de connaître la satisfaction. Donc, on fait des NPS très réguliers auprès des familles. On a également un concept où tout est transparent. Dans le monde du handicap, c'est très occulte. Par exemple, Ouais, je vais te donner un truc assez incroyable. Ouais, d'accord. Je ne peux pas rentrer dans l'institut. Donc, quand ton enfant est pris en charge dans son institut médico-éducatif, ça s'appelle comme ça, un IME, bah, en fait, tu ne peux pas rentrer dans l'institut. Tu déposes ton enfant soit à la porte, un peu comme à l'école, soit il y a un transport qui vient le chercher. Et donc, tu ne sais pas ce qui se passe. La différence avec un enfant ordinaire, c'est que ton enfant ordinaire, à la fin de la journée, il te raconte sa journée. Il te dit ce qui s'est passé. Et tu peux détecter ce qui s'est bien passé et moins bien passé. Là, C'est ça. tu vas faire S'il y a des eu un enfants, problème, parfois, quelque chose, quoi. tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et donc, nous, on voulait absolument que ce soit totalement transparent. Donc, les parents, bien sûr, sont les bienvenus et doivent venir au village. Et tous les cours font l'objet d'une transparence. Donc, tu as des châssis vitrés, un peu comme dans les films policiers, où en fait, tu peux voir ce qui se passe dans les cours sans que les enfants puissent sentir qu'ils sont vus, parce que ça peut changer les comportements. Donc, c'est des vitres sans fond, sans teinte. Et donc, derrière, les parents peuvent absolument voir comment évolue l'enfant. Et ça permet effectivement à la fois de comprendre ce qui se passe, de créer de la confiance et de permettre aux parents également de voir les progrès de leurs enfants et de répliquer parfois des bonnes pratiques qui sont mises en place par nos art thérapeutes chez eux pour faire grandir leurs enfants. Oui, parce que ce que je comprends dans tout ce que tu nous racontes, c'est que quand on est sur des handicaps qui sont plus ou moins forts ou profonds, en fait, c'est que tous les jours, tu dois encadrer, t'occuper du jeune. Et là, en fait, toi, c'est pas du tout une école de tous les jours. C'est en fait, tu viens de temps en temps. C'est ça, tu prends un slot et tu dis, tiens, je vais faire karaté, peinture, je sais pas quoi, etc. C'est ça, tu choisis, tu réserves des activités, mais c'est pas comme si tu étais inscrit genre à l'année, tous les jours et tout ça. Si, alors alors le concept, c'est vraiment parce que tu peux pas faire des progrès de manière one shot. Il faut D'accord. vraiment un C'est suivi, un éparpillé. Ouais. accompagnement. Donc en fait, tu t'abonnes vraiment à l'année. Donc tous les D'accord. jeudis, tous les mardis, Ah, tu d'accord. vas Ok. venir passer ton après-midi au village. Et tu vas avoir le même groupe avec le même prof, avec la même D'accord. discipline et avec un objectif de faire évoluer, faire progresser l'enfant et surtout pour la thérapeute, apprendre à le connaître parce que ça peut prendre parfois 1, 2, 3, 4 sessions pour que Oui. l'enfant donne sa Oui. confiance à l'art thérapeute et commence à s'ouvrir. Par contre, où tu as raison, une des questions qu'on s'est posées, c'est pourquoi les prendre en charge qu'une demi-journée et pourquoi ne pas les prendre finalement toute la semaine. Et en fait, ça a été vraiment un choix assez philosophique pour nous. Pourquoi parce que si tu prends en charge les enfants toute la semaine, en fait, tu vas changer la vie de 20 à 30 familles parce que tu vas sur un lieu comme le nôtre, tu peux prendre en charge 30 enfants. Mais finalement, tu vas avoir un impact qui est relativement limité puisque tu as des centaines, voire des milliers de familles qui sont par ville ou par zone. Dans ce cas, on estime en France qu'il y en a à peu près entre 100 000 et 300 000. Simplement en région parisienne, il y en a plus de 25 000. Donc, il y a une demande vraiment énorme. Et donc, nous, notre mission, c'est d'aider à faire la transition
entre le moment où la famille se trouve rejetée du système éducatif ordinaire, ça peut être dès la crèche, hein, ou ça peut être dès la maternelle, ou ça peut être en sortie de maternelle, et le moment où elle va avoir sa place en institution spécialisée, et ça peut prendre 3, 4, 5 ans. 5 ans pendant lesquels la famille se retrouve dans un désespoir, avec un enfant qui est chez lui, à domicile, qui s'ennuie, qui n'est pas socialisé, qui est exclu. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est donner une solution à un maximum de ces familles, qui soit une solution, certes, ponctuelle, mais régulière, toutes les semaines, toute l'année. Mais par contre, on veut aider tous les jours un maximum de familles. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, avec un village, on change pas la vie de 30 familles, on va aider à terme 1000 familles. Et donc, on a un impact qui est certes plus réduit, mais qui est plus impactant en termes de profondeur. Et on veut pas se substituer au rôle des pouvoirs publics, parce que le rôle des pouvoirs publics, c'est quand même de fournir à tous les enfants le droit d'apprendre, le droit finalement de bien grandir, d'être en collectivité, de se développer. Ça, c'est une mission vraiment publique. Et ça, c'est pas notre rôle à nous de se substituer finalement au pouvoir public. Nous, on est là pour apporter et pallier un problème qui est cette transition entre le moment où tu es sorti du système éducatif ordinaire et tu dois aller dans un système éducatif spécialisé et il n'y a pas de place. Et une fois que tu as trouvé ta place, il y a quand même un deuxième problème, parce que finalement, à notre grande surprise, on n'a pas que des enfants qu'on appelle sans solution. C'est un terme qui est horrible, mais qui est la nomenclature utilisée par les pouvoirs publics, c'est les enfants sans solution éducative. On a aussi des enfants qui sont pris en charge, mais se pose le problème des vacances. Qu'est-ce que tu proposes à ton enfant extraordinaire quand son institution ferme? Bah rien. En fait, il n'y a rien qui est adapté. Personne les accueille. Ton enfant aime la danse. Tu sens qu'il y a un potentiel, il aime la musique. Tu as envie d'inscrire à un cours, bah personne ne veut le prendre. Trop compliqué à gérer. Tu as un deuxième problématique, c'est qu'est-ce que tu fais de tes week-ends? Comment tu proposes à l'ensemble de ta fratrie, quand tu as plusieurs enfants, un endroit où tout le monde y trouve son compte? Et donc, on accueille les familles le samedi, on est ouvert le samedi, pour leur permettre de venir passer une journée sympa, à pouvoir profiter à la fois pour leur enfant extraordinaire, leur enfant ordinaire, mais aussi les parents qui sont exclus, qui n'ont plus d'amis, qui sont rejetés parfois par leur famille. Une vie sociale complètement, j'imagine, hyper difficile Hyper dur. Et ils sont vraiment exclus et parfois c'était même un rejet de leurs parents, de leurs frères et sœurs. C'est assez terrible et ils retrouvent une famille au village, d'autres parents avec qui ils peuvent échanger parce qu'ils ont les mêmes problématiques et donc ils se sentent bien avec ce cadre qui est vraiment pensé pour eux. Donc c'est un lieu qui n'est pas que pour les enfants, hein, qui est aussi pour les familles. Et donc finalement on s'est rendu compte que ça concerne pas que ces enfants sans solution. Ça concerne également les enfants qui ont déjà une solution et qui ne trouvent pas de cadre adapté pour pouvoir bien grandir, s'épanouir. Moi, je vais donner l'exemple de ma fille. Très concrètement, nous, on a eu de la chance d'avoir une solution éducative assez tôt. Elle a été sortie après la crèche, elle n'a pas pu aller en maternelle. On a trouvé une halte garderie qui était inclusive et qui acceptait de la prendre pendant une année. Et ensuite, elle a eu sa place en institution spécialisée. Donc, elle a toujours été socialisée. Donc, je peux pas dire qu'elle a été sans solution. Et pour autant, on a détecté chez notre fille Alicia très tôt que la musique et la danse étaient un moteur ultra puissant pour lui apprendre des choses, notamment les chorégraphies, etc. Et on a voulu l'inscrire à des cours de danse et on n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi pendant des années jusqu'à se dire, on était vraiment désespérés, jusqu'à trouver une professeure qui a accepté de venir à domicile. Et là, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas sympa, c'était pas fun parce qu'elle était seule avec le professeur, il n'y avait pas d'autres enfants et ça prenait pas. Donc elle a fait quelques séances et ça n'a pas marché. Et quand, avec ce professeur qui était génial, on l'a repris au village et elle donne des cours au village. Et, Alicia a retenté l'expérience avec d'autres enfants et là, ça a super bien marché. Et donc, en fait, le collectif, la puissance du collectif, elle est énorme. Et donc, c'est super important de pouvoir proposer des activités comme on le fait pour tous les enfants, hein, qui ont des activités périscolaires. T'inscris ton enfant à des cours de tennis, des cours de dessin, des cours de musique, etc. En fait, ces enfants extraordinaires, ils ont besoin de la même chose. C'est juste qu'il faut que ce soit adapté. Et ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Avec le village, on propose cette solution qui va permettre de bien grandir, d'être inclus, d'avoir de la socialisation et de se sentir bien, tout simplement. Et on va dire de les rétablir dans leurs droits essentiels. Un enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'amuser, il veut avoir des copains, il veut apprendre, et il veut être heureux. Et voilà, c'est aussi basique que ça, quoi. Ouais, et puis j'ose même pas. Moi, j'ai 3 enfants, mais en bonne santé, et je n'arrive même pas à me projeter de la difficulté que c'est parent d'avoir son enfant qui est en handicap, plus ou moins sévère. Et effectivement, c'est très dur. Effectivement, c'est tout à ton honneur. Je dirais que
ce qui est très important dans ce que tu nous dis, revenons au back to basics, et pour que tu aies de l'impact un maximum, en fait, le nerf de la guerre, bah, c'est l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'imagine que tu es saturé de demandes. C'est-à-dire que là, tu es sur la région parisienne, avec, comme tu dis, autant de familles, 25 000 familles qui sont dans ces situations-là. Bah, en fait, toi, tu as trouvé une solution, mais maintenant, il faut réussir à la déployer. Comment tu fonctionnes? Donc, les dons, on va en parler. Là, on fait ça pour ça, notamment, les dons. Donc, je mettrai dans les notes de l'épisode le site web, Le site lien. web Alors, pour aller vildeo.org. faire des dons. Mais toi, en fait, derrière, tu fais du mécénat, tu as des sponsors. Comment on pourrait faire pour trouver plus d'argent et dérouler le village des enfants extraordinaires? Effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu l'as très bien dit. Et dans tout projet, quel qu'il soit, et encore plus dans le monde de l'associatif, c'est le nerf de la guerre. Quand on a eu l'idée, finalement, ça a été assez rapide de construire le concept. Les premières briques du concept. Et la première étape, c'est de se dire, est-ce qu'on allait trouver les financements pour pouvoir ouvrir ce premier lieu. C'était à peu près 3 millions d'euros de travaux juste pour construire le lieu. Et quand je dis construire, il y avait déjà un bâtiment, rénover un bâtiment. Voilà, c'est un concept qui nécessitait vraiment des infrastructures adaptées. Ça demande énormément d'adaptation de matériel et agencement intérieur. Tout à fait. Exactement. Par exemple, dans notre verrou numérique, tu as des capteurs de mouvement parce que ce sont des enfants qui ne peuvent pas jouer avec une manette. C'est trop compliqué. Donc, tu vas jouer avec tes bras, tu vas jouer avec tes pieds, tu vas jouer avec l'ensemble de ton corps. Et donc, on utilise des technologies, alors qui sont maintenant assez éprouvées, qui sont des capteurs type Kinect ou autres, mais qui permettent à n'importe quel enfant de pouvoir développer sa psychomotricité et prendre du plaisir à jouer à des jeux qui vont leur apprendre des choses. Et ça, c'est valable pour toutes les salles. Je pourrais longuement développer, mais chaque salle a fait l'objet d'une concession sur mesure. On a fait venir des infrastructures des États-Unis, de l'Espagne, d'Angleterre, parce que ça n'existait pas. Il a fallu faire des recherches spécifiques avec des balances spécialement harnées, avec des carrousels qui permettent de mettre des fauteuils roulants. On a des trampolines qui permettent d'être inclusifs et d'avoir à la fois des fauteuils roulants et des personnes ordinaires. Donc vraiment, voilà, chaque Jérôme, tu as identifié des startups en même temps, non? Ouais, tout à fait. On fait partie de la Handitech et effectivement, on a des partenaires qui nous ont soit adapté leurs produits, soit qui avaient déjà une branche, on va dire, impact, et qui avait construit un produit qui pouvait fonctionner pour des enfants en situation de handicap. Et on a également parfois designé du sur-mesure. Par exemple, notre parcours moteur, on l'a fait avec une grosse boîte spécialisée dans la création de parcours moteur pour enfants ordinaires, mais on a tout designé vraiment à la main, élément par élément, avec une ergothérapeute, il y a un kiné qui ont vraiment construit chaque brique. Et donc, ça a pris énormément de temps. Donc, psychomotricité, là. Cool. Exactement. Tu vois, Petite City et une autre, bah, en fait, c'est trop compliqué pour des enfants extraordinaires. Et pour autant, ça développe la motricité de tous les enfants. Donc, il fallait un équivalent qui soit vraiment adapté à la morphologie d'enfants qui peuvent avoir 15 ans, donc qui peuvent être grands, et en même temps qui ont le niveau, on va dire, de motricité ou le niveau intellectuel d'un enfant de 3, 4, 5 ans. Et donc, ça nécessite vraiment des adaptations. Et donc, effectivement, il fallait pas mal d'argent. Donc, comment on a fonctionné? La première étape, ça a été de faire appel à des mécènes, ça a été de faire appel à des entreprises partenaires, ça a été de faire appel à des fondations qui sont l'équivalent dans le monde de l'associatif à ce qu'on appelle les capitaux risqueurs finalement dans le monde des startups. Et on a une chance, c'est que comme on est un lieu qui permet l'apprentissage, on est éligible à la taxe d'apprentissage. Et ça, c'est extraordinaire parce que tu sais qu'en France, toutes les entreprises payent la taxe d'apprentissage, qu'elles le veuillent ou non, et elles ont le plaisir de pouvoir en flécher une partie. Ça ne leur coûte pas 1 euro de plus de le faire. Si elles ne le font pas, c'est l'État qui se chargera de flécher. Et donc, il y a un outil en ligne qui s'appelle Soltea, qui permet à chaque entreprise en deux, 3 clics de dire je donne ma taxe d'apprentissage au village des enfants extraordinaires. Et donc, on a fait ce travail-là. On a aujourd'hui plus de 250 entreprises qui nous flèchent leur taxe d'apprentissage. C'est vraiment un mode de financement qui est essentiel pour nous. Donc, j'en profite. Sûr, ouais. Si on a des entrepreneurs qui nous écoutent. Jérôme, il faut même un commercial spécialisé pour aller chercher la taxe d'apprentissage, tu vois. C'est carrément ça. Pour l'instant, c'était moi pour les premières saisons. Et tu as raison, on devrait peut-être recruter quelqu'un.
Donc ça, c'est une source de financement qui est essentielle pour nous. On a également, effectivement, chaque année, on organise un grand événement, que ce soit un gala, un spectacle, une avant-première au profit du village. Et ça, c'est une source de financement également importante. On a toute une base de grands donateurs qui nous suivent année après année. Et on a fait également un partenariat avec une grande fondation qui est la fondation Personnage, qui pour les plus anciens est connue sur le nom de Lino Ventura, qui a été un des premiers grands personnages publics à parler du handicap mental de sa fille, et qui a ouvert les premières maisons pour adultes handicapés. Et donc, nous, on aide les enfants et les adolescents en situation de handicap. On était parfaitement complémentaires. Et donc, Personnage fait partie de nos financeurs et il nous apporte également même de l'aide opérationnelle sur certains sujets. Donc ça, c'est aussi une partie de nos financements. Mais on a toujours besoin de financement additionnel. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, on a 600 familles qui frappent à la porte. Et en fait, on ne peut les prendre que à chaque fois qu'on a le financement qui est associé. Parce qu'un enfant, ça va générer en moyenne... Faire venir quelqu'un si tu vas pas pouvoir assurer la prise en charge. Exactement. Et on veut pas que ce soit un lieu élitiste. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie qu'à la peine, la première difficulté qui est celle du handicap, on l'a dit tout à l'heure, ça engendre une forme de difficulté financière parce que généralement un des deux parents qui arrête de bosser, donc une perte de revenus très importante. On n'a pas envie de dire c'est réservé uniquement aux familles qui ont à la fois un enfant en situation de handicap et qui ont des super revenus. Et donc on a une politique qui est basée sur le quotient familial où on s'adapte aux revenus et donc du coup à chaque enfant qui est au village bénéficie d'une bourse qui est financée par l'association. Et cette bourse, c'est en moyenne 2 000 € par enfant qu'on prend en charge. Donc, on a 600 enfants qui frappent à la porte. C'est 2 000 € par enfant. Tu fais les maths, tu verras que ça nécessite pas mal d'argent. Et donc, on fait des appels aux dons. On a aussi les pouvoirs publics qui nous aident, mais ça représente vraiment une toute petite partie de notre budget, de l'ordre de 10% de nos financements. Et donc, on fait appel à la générosité du public, de mécènes, de fondations. Donc, si certains nous écoutent aujourd'hui, voilà, les dons sont déductibles. C'est le moment, c'est aujourd'hui. C'est fait. Et les dons sont faisables en ligne sur notre site vildeo.org, vildeo.org. Vous avez une rubrique nous soutenir et vous pouvez faire votre don par carte bleue. Et voilà, vous recevez immédiatement par email votre reçu fiscal. On va flécher. Je ferai ce que je ferai, mon cher Jérôme, c'est que on fera des petits extraits de cette interview et on va diffuser sur les réseaux sociaux. Eh bien, écoute, ces extraits-là et on mettra en avant le village des enfants extraordinaires et on va essayer de flécher, comme tu dis, un maximum d'argent. Aujourd'hui, quand tu veux décliner ça, tu as une sorte de BP, business plan, business model qui est déjà prêt avec un budget de fonctionnement, etc. Parce que en fait, comme tu dis, il faut que tu trouves un lieu, un bâtiment, mais il y aura obligatoirement des aménagements à faire à l'intérieur, c'est ça. Tout à fait. En fait, si on regarde les étapes, c'est effectivement trouver le lieu, qui est pas assez évident, mais tu trouves. Donc c'est un bâtiment indépendant avec une zone extérieure, idéalement un parking. On a un parking privatif comme nos enfants sont pour certains sur fauteuil roulant. Les parents viennent en voiture et donc c'est important de pouvoir se garer au plus près et facilement. Donc ça, il y a une contrainte et il y a un cahier des charges. Mais une fois que tu as trouvé le lieu, tu as effectivement un budget qu'on estime sur le premier pour 1200 mètres carrés, c'est à peu près 3 millions d'euros. Donc il y a une première logique quand tu veux scaler et en ouvrir d'autres. Il faut trouver ces 3 millions de budget d'investissement. Donc là, tu as quand même quelques financeurs des régions notamment peuvent se positionner et on a eu l'aide de la région Île-de-France sur ce budget investissement, mais ça suffit pas. Il faut trouver des financeurs privés. Et puis ensuite, une fois que tu as ouvert le lieu, tu as le budget d'exploitation qui va se situer autour de 700-800 000 € par an et qui est fonction du nombre d'enfants. Donc là, 700-800 000 €, c'est pour 200 familles comme on l'est aujourd'hui. Si tu veux monter à 1000 familles, tu rajoutes à chaque fois 2 000 € par enfant additionnel. Et donc, ce budget de fonctionnement, il y a plusieurs sources. On peut pas avoir une seule source de financement, je l'ai évoqué tout à l'heure. On va cumuler comme un millefeuille différentes sources, mais on a prouvé sur le premier village qu'on était capable de l'autofinancer avec financement public, les abonnements des parents, taxes d'apprentissage, grands événements de collecte, grands mécènes, grandes fondations et l'appel à la générosité du public. Tout ça mis bout à bout permet de financer un lieu. Et donc l'idée, c'est de reproduire ça à chaque fois qu'on ouvre un nouveau lieu, faire appel au tissu économique local, les entreprises locales, faire appel au département local, à la région locale, trouver les fondations de l'écosystème local. Donc il y a un travail à chaque fois. Tu as également le financement des municipalités qui sont dans la zone. Je ne sais pas si tu connais les centres d'action sociale, ce qu'on appelle les CCAS.
qui vont financer un certain nombre d'actions au profit d'enfants. Ils peuvent financer, par exemple, des vacances d'enfants ordinaires pour des familles aux ressources limitées. Et ils peuvent également financer l'accueil au village des enfants extraordinaires. Donc, on a des municipalités comme celle de Charenton, comme celle de Saint-Mandé, qui vont nous aider à prendre en charge des enfants extraordinaires de leur ville. Et donc ça, c'est un travail également à faire localement. Donc à chaque fois qu'on ouvre au village, il faut reproduire ce millefeuille. Ça, Oui. c'est un boulot local, mais ça se fait. Donc voilà, donc le gros sujet pour nous, c'est le tour de table sur le financement de l'infrastructure, Oui. où là, les Oui. 3 millions, il te les faut impérativement avant de signer ton bail. Sinon, tu peux Sinon, pas tu peux poser pas la ouvrir. première pierre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, exactement. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est pour ça qu'on fait appel aux dons, donner le plus possible, c'est que j'ai cru comprendre, Jérôme, que en fait, tu as encore de la capacité d'accueil. Donc, si tu as l'argent pour faire fonctionner, tu peux, toi, ouvrir des places supplémentaires aux enfants. Hein, parce que j'imagine que tu fonctionnes un peu en saison, mine de rien, saison scolaire annuelle, quoi. Donc là, tu es dans une saison, mais si tu avais des budgets supplémentaires, tu pourrais accepter et accueillir encore des enfants parce que tu as encore de la place d'accueil là. Exactement ça. Ce qui fait mal au cœur, entre guillemets, c'est Et qu'on c'est à a tout les moment. Ça infrastructures. peut être en plein milieu de l'année, quoi. On s'en fout. Tout C'est à si fait. si on a le budget, on accueille dans la liste d'attente, eh bien on peut faire venir quelqu'un, quoi. C'est ça, en fait. Donc, la saison, c'est effectivement, comme tu l'as très bien dit, comme une saison scolaire de septembre à juin. D'accord. Mais on n'arrête pas les inscriptions à fin septembre. En fait, on prend des enfants tout au long de l'année. Donc, on a encore des abonnés qui viennent chaque jour frapper à notre porte. Dès qu'on a la bourse, bah, on dit oui. Donc, on essaie de faire une pré-inscription pour être prêt. Et dès que le financement est là, on rappelle la famille en disant, bah, c'est bon, vous êtes validé, on a la bourse, vous pouvez y aller. Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'on a les infrastructures, on a le lieu, on a l'équipe pédagogique, on a la place. Et en fait, il nous manque juste Oui. ces financements pour chaque enfant. Donc, C'est ça. demain, tu me donnes 100 000 euros, je sais dire oui à 50 enfants qui sont là et qui nous attendent. Donc, en fait, c'est vraiment le financement, le nerf de la guerre aujourd'hui pour C'est pouvoir vraiment la développer la frustration pleine capacité. liée au financement. Il faut vraiment qu'on trouve un maximum de financement à chaque fois. Ah oui, parce que de toute façon, tu peux pas te permettre d'être en fonctionnement à perte. Tu es obligé d'avoir un budget de fonctionnement équilibré donc par essence, quoi. Donc ouais, Oui, je c'est confirme logique. qu'on n'est pas sur c'est pas une entreprise, hein. Il y a Oui, t'es pas là pour faire de la aucune marge, capacité. tu vas pas faire de la Non, rentabilité, mais pour autant, tu peux non. pas être en déficit chronique, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. On doit équilibrer. Donc, à chaque fois, donc on a un budget de fonctionnement qui correspond à couvrir tous les coûts fixes, le loyer, l'équipe permanente, qui sont les deux gros postes importants. Et puis derrière, on a tous les coûts variables qui sont liés Bien à la sûr. prise en charge d'un enfant additionnel. Quand une famille nous rejoint, bah, il va rentrer dans un groupe, comme on l'a dit, avec un art thérapeute qui va le suivre toute l'année. Et ça, chaque enfant additionnel génère un coût additionnel. Et donc, en fait, aujourd'hui, on sait gérer dans notre budget les coûts fixes, mais ce qu'on ne sait pas gérer, c'est au-delà de 200 enfants. On n'a pas aujourd'hui les ressources pour pouvoir prendre plus de 200 enfants et donc générer ces coûts additionnels. Donc, on le fait au fur et à mesure. Dès qu'on rentre les financements, on peut accepter les familles. Et donc, sachez qu'à chaque fois que vous nous faites un don de 2 000 euros, si les gens nous écoutent, vous nous fléchez un multiple de 2 000 euros, on va à chaque fois pouvoir prendre le nombre de familles qui correspondent. Donc, c'est assez simple finalement et on a l'obligation d'avoir un budget qui est équilibré. Et ce que l'on sait, c'est que on change la vie de ces familles. Parce que quand elles viennent au village, elles sont accompagnées sur toute l'année. Les enfants vont faire des progrès. On va sortir les enfants de l'isolement. On va sortir les parents de l'isolement. Ouais, c'est Ça, souvent, on oublie les parents. On va leur Ouais. fournir aussi du répit parce que quand ils viennent au village, alors pour la petite histoire, je te parlais de conception et de fonctionnalité qu'on n'avait pas imaginé. En fait, quand on a créé le village, on s'est fait accompagner de spécialistes de l'autisme. Un des éléments qui nous a été conseillé, c'est de dire, il vous faut une salle qu'on appelle une salle blanche, une salle neutre, qui, en cas de crise, permet à un enfant, finalement, de ne pas être surstimulé et finalement de revenir à un niveau, on va dire, équilibré, Se de calmer. faire retomber la pression, quoi. Et donc, on a créé ce qu'on appelle une salle blanche, qui est une table toute simple, toute blanche, avec un lit, une lumière tamisée, et qui permet, en cas de crise, pour un parent, d'amener l'enfant et de lui permettre de se reposer et reprendre ses esprits. Cette salle, depuis 1 an et demi, elle n'a jamais été utilisée pour une crise et je touche du bois, c'est génial, on est content. Les enfants sont bien, se sentent bien et font pas de crise. Par contre, à notre grande surprise, elle est utilisée et partie par les parents. Ils font des siestes sur ce lit parce qu'ils sont juste crevés et que au moment où les enfants sont pris en charge, ils en profitent pour se reposer
et pouvoir faire une petite sieste. Donc, c'est te dire à quel point les parents sont dans un niveau Oui, vraiment je veux, d'épuisement maximum, ouais, je veux puisque bien certains croire. enfants ne dorment pas la nuit et donc les parents sont en manque de sommeil. Et donc, on change la vie des parents en leur apportant un lieu où ils peuvent aussi se reposer, avoir du réconfort moral, mais aussi du repos physique. Ouais. Voilà, donc pour la petite anecdote, quoi. C'est un élément qu'on n'avait pas anticipé. Ouais. On est d'accord, Jérôme, le village des enfants extraordinaires, c'est pas un lieu de prise en charge spécialisée au niveau santé. C'est vraiment pour Non, le côté loisir, et éducation, éducatif. ouverture Exactement. sur des disciplines, etc. Voilà. Et il y a pas de prise en charge côté santé, hein. Ça ne Zéro. remplace pas du tout par ailleurs le suivi santé qui doit se faire dans un institut spécialisé ou quelque chose, quoi. Exactement. Nous, on n'est pas sur le médical. Pour le coup, en France, les enfants sont quand même bien pris en charge. Tu as un parcours de santé qui est plutôt béton armé. Et ça, faut quand même reconnaître à la France cette grande qualité par rapport à d'autres pays. Quand là, un enfant qui est en situation de handicap, il va être bien soigné. On a un super hôpital, par exemple, en région parisienne, qui est l'hôpital Necker, et qui fait partie des meilleurs hôpitaux au monde. Et donc, là-dessus, il y a ce qu'il faut. Alors, on peut faire mieux, bien sûr, hein. Je dis pas que tout est parfait, mais on est quand même pas mal en France. Nous, on intervient sur la partie éducative, socialisation et tout simplement également la partie ludique. Parce qu'un enfant extraordinaire comme un autre enfant, il a besoin de s'amuser. Bien grandir, c'est aussi s'amuser, c'est avoir des copains. Je vais te donner un exemple très concret. Un enfant extraordinaire, quand c'est son anniversaire, tu le fêtes avec qui? Tu le fêtes alors avec tes parents, avec tes frères et sœurs, mais quels copains t'invitent? Eh ouais, Bah voilà. Et donc au village, eh ben les ça a l'air familles, tout bête. le jour de l'anniversaire, bah il y a un petit gâteau, un petit pot, C'est et génial. surtout il y a d'autres enfants autour de lui. Et ça procure un bonheur énorme aux enfants et aux parents. Et ça leur permet de se sentir mieux et mieux grandir. En fait, on se rend pas compte à quel point des choses basiques pour n'importe quelle famille deviennent un parcours du combattant pour des familles Oui, puis extraordinaires. en évitant, Jérôme, en évitant un phénomène d'exclusion, puisque de toute façon, par essence, et ils auront aucun sentiment d'appartenance avec des enfants normaux, quoi. Donc il faut, et, à la limite, il faut qu'ils soient effectivement dans ce cocon avec d'autres enfants qui vivent les mêmes choses qu'eux, parce qu'au moins ils sont ensemble, quoi. Parce que sinon, j'imagine que tu dois ressentir en permanence des phénomènes de rejet. Les gens, C'est en ça. général, ils ont quand même, entre guillemets, peur, tu vois, des gens qui ont un handicap, etc. La nature humaine n'est pas très tendre avec, avec les gens qui sont en handicap, quoi. Tu as tout à fait raison. Alors ça fait partie de nos missions. En fait, changer le regard dès le plus jeune âge. En fait, en tant qu'adulte, quand tu n'as pas été confronté au monde du handicap, tu as peur parce que tu es déjà construit. Et donc, ce que tu n'as pas connu dans ton enfance, finalement, va te faire peur. Par contre, les enfants, eux, quand tu les prends dès le plus jeune âge, les enfants ordinaires, et tu les confrontes au monde du handicap, ils vont avoir un petit peu peur, mais ça va durer très peu de temps. Et en fait, ensuite, ils se rendent compte que bah, finalement, ils sont différents, mais pas tant que ça. Ils s'adaptent et ça va devenir des adultes incroyablement tolérants et ouverts. Une des choses dont souffrent le plus les familles extraordinaires, c'est le regard des autres. Les regards de travers, etc. C'est extrêmement dur. Euh, et en fait, ce qu'on fait au village, c'est qu'on fait des jumelages avec des écoles ordinaires. On fait venir des enfants ordinaires pour leur permettre de faire des ateliers mixtes C'est cool, ça. et on leur fait vraiment se confronter à la différence le plus tôt possible. Donc généralement en primaire, entre 6 et 10 ans. Et on va changer à jamais finalement leur regard sur le handicap. Ça va devenir du coup des adultes incroyablement tolérants et ouverts parce qu'eux, ils auront vu que finalement, j'ai fait un cours de danse avec un enfant extraordinaire. Alors ouais, il respecte pas complètement les consignes. Ouais, il fait le truc un peu dans le désordre, mais finalement, il se marre comme moi, il prend les mêmes plaisirs que moi et finalement, il n'est pas si différent. Et donc finalement, on se crée un lien. Et donc quand on les interviewe avant la journée, alors généralement quand on fait ça, on va dans l'école avant, on leur montre des petits films, on leur explique la différence, on les prépare psychologiquement. Ensuite, ils viennent au village, on leur fait une petite interview avant d'arriver. Bah, ils nous disent d'avoir un petit peu peur. Et puis, à la fin de la journée, bah, finalement, ils nous disent, bah, c'était super. Je me suis occupé d'un tel. On s'est bien amusé. On a dansé ensemble. Et c'est assez magique parce qu'en fait, les barrières, elles tombent extrêmement vite au niveau de l'enfance. Eux, ils ont beaucoup moins de blocages et de représentations mentales qui vont leur faire peur et qui vont les empêcher d'aller vers l'autre. Et derrière, en tant qu'adulte, bah, forcément, ce sera des adultes beaucoup plus bienveillants et tolérants. Donc ça fait partie également du projet, c'est-à-dire qu'on inclut pas simplement des enfants extraordinaires, mais des enfants ordinaires, que ce soit des écoles environnantes, mais également, on l'a dit, la fratrie. Parce que les enfants extraordinaires vont être confrontés également aux frères et sœurs d'autres enfants extraordinaires. Alors, bien sûr, ces enfants souvent sont un peu plus tolérants que la moyenne, parce qu'ils sont confrontés au handicap chez eux, mais en même temps, chaque handicap est différent.
Et donc, Bien sûr, finalement, il faut bien quand même sûr. s'adapter. Et donc, c'est un lieu où finalement, il n'y a pas que des enfants extraordinaires. Ça, c'est aussi important pour nous parce qu'on ne souhaite pas avoir un ghetto. On va parquer des enfants extraordinaires dans un lieu lointain. Nous, on est au cœur de la ville. On a pignon sur rue. On est ouvert à tous et on a un mix de familles extraordinaires et d'enfants ordinaires qui viennent de ces familles ou qui viennent de l'extérieur, des écoles, des associations sportives du Et quartier. puis en plus, on peut dire que tu sais de quoi tu parles parce que tu es ton propre client mystère, puisque toi-même étant confronté avec ta propre famille à ces choses-là, au moins tu testes, j'imagine, en temps réel ces choses-là. Tout à fait. Alors, on a été beaucoup inspiré par notre parcours, mais en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours très peur de ça. Parce que quand tu crées une solution qui est faite pour toi, tu te dis, est-ce Oui. que mon besoin, il est vraiment universel? Est-ce que tu as le regard ouais, Voilà. Est-ce que tu t'es pas juste planté, tu as créé un truc pour ton enfant? Et finalement, nous, notre fille Alicia, bon, maintenant, elle est adulte, déjà, elle est plus enfant. ouais, Le temps que le projet sorte, etc., ça c'est a pris ça. 5 ans. Elle avait 14 ans, aujourd'hui, elle en a 19. Donc, les Ouais. besoins sont plus exactement les mêmes. Et puis, comme je l'ai dit, elle a été prise en charge et assez tôt, elle a jamais été sans solution. Donc, le besoin était un petit peu différent. C'est pour ça Oui, qu'on a fait oui, beaucoup de discussions avec des familles avant d'ouvrir le village et de le concevoir pour être sûr qu'on ne créait pas un truc qui ne servait que à oui. très peu de monde. C'était. Mais malheureusement, le besoin il était assez universel Et, et que finalement, voilà, comme on l'a dit, il y a tellement de familles qui sont en galère en France c'est clair. que tu as peut-être entendu parler des familles qui quittaient la France, certaines vont en Belgique parce qu'elles n'ont pas de place. Et il y a un peu plus d'instituts pour enfants en situation de handicap lourd en Belgique. Un véritable parcours du combattant. Et comme tu le disais au cours de cet entretien, c'est que tu as déjà en fait une difficulté énorme psychique, mentale, intellectuelle, d'avoir ton enfant qui est en handicap. Et c'est très difficile. Mais en plus, c'est des difficultés majeures sur ta vie de tous les jours. Comme tu dis, le travail, obligatoirement un des deux parents qui est obligé de s'occuper parce qu'il n'y a pas de prise en charge, etc. Et c'est vraiment une chape de plomb gigantesque, quoi. C'est énorme. Ouais. Et si on peut les aider, du coup, voilà, en apportant une solution régulière, continue sur plusieurs années, le temps qu'ils trouvent leur solution, on va dire pérenne, en fait, voilà, c'est notre rôle. Sachant qu'à côté du village, ils ont généralement quand même un parcours médical où l'enfant est pris en charge, alors en one-to-one, mais ils ont souvent de la psychomode, l'orthophonie, de la kiné, sans compter tous les soins, vraiment pour le coup purement médicaux parce qu'il y a souvent des pathologies associées. Donc, ils ont un agenda finalement qui est assez rempli. Donc, leur donner un moment dans la semaine où ils sont contents et que c'est pas un truc, entre guillemets, emmerdant pour l'enfant, où il a pas envie d'y aller, mais il a juste prend du plaisir à venir. Pour les parents aussi, ça change la vie parce qu'on se rend pas compte, mais un enfant extraordinaire, quand il a pas envie d'aller à un rendez-vous, mais ça va être l'enfer. Il va se mettre au sol, il va se rouler par Ouais, terre clairement. et tu vas passer 3 heures à l'amener à un rendez-vous alors que ça t'aurait pris normalement un quart d'heure, quoi. Et Ouais. donc là, au village, ce qui est génial, c'est qu'on voit que les enfants sont heureux de venir. Donc pour les parents, c'est aussi un soulagement d'avoir un endroit où les enfants sont contents d'aller et au passage, ils vont aussi apprendre des choses, quoi. Donc voilà, ça Ouais, vraiment, je vois ça très aide bien ce que tu veux fortement les dire, familles. la confrontation avec déjà avec un enfant normal. C'est Déjà, ça. c'est pas toujours facile, mais alors effectivement là, c'est encore plus dur pour les parents et pour l'entourage. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, écoute, génial. Et Jérôme, Stewie, c'est mon coup de cœur podcaston 2025. Merci vraiment d'être venu nous parler donc du village des enfants extraordinaires. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de le site web et qu'on aille de regarder tout ça et faire tes dons parce que on a cette capacité avec ton concept à accompagner les enfants extraordinaires dans voilà, on peut ouvrir potentiellement des lieux dans toute la France. Tout est prêt, le concept est rodé. Tu as déjà ce premier lieu dans le 94. Merci encore Jérôme. Si tu veux nous redonner l'adresse, le Alors, site web, et je le le mettrai dans site, les notes de facile, l'épisode. www.vildeo.org. Voilà. Et vous allez dans la rubrique nous soutenir et puis vous pourrez voir, il y a plein de vidéos, vous pourrez découvrir le lieu Nickel. et vous rendre compte à quel point c'est magique. Ouais, je pense que franchement, en tout cas, tu nous en as parlé avec le cœur. Écoute, superbe lieu, effectivement. Et merci Jérôme de faire ça pour les familles, pour les enfants. Extraordinaires. Ils sont extraordinaires, ces enfants. Il faut les aider, les soutenir, leur donner des infrastructures comme tu l'as fait, qui leur permettent de finalement se développer, de s'épanouir. Ils le méritent. Merci Patrick, Merci. merci vraiment d'avoir donné cette visibilité au village.
Et bravo de participer au Podcaston. C'est une super initiative et bravo aux fondateurs du Podcaston, notamment Jérémy Manic, que je connais bien. Merci Tout à d'avoir fait, lancé tout à cette fait. initiative depuis plusieurs années parce que pour les associations, avoir de la visibilité, c'est essentiel. À la fois, bien sûr, on l'a dit, pour lever des dons, mais pas que, pour se faire connaître auprès de son Bien sûr. public, pour se faire connaître auprès des pouvoirs publics, pour recruter également, parce qu'il y a des enjeux de recrutement. Il y a une tension Exact. incroyable dans ce monde du handicap, par exemple, pour recruter. C'est pas facile, hein. On a plusieurs postes ouverts. Donc, j'invite tous ceux qui veulent rejoindre cette formidable mission. Les postes sont indiqués sur notre site web. Vous voulez rejoindre l'équipe permanente du village. Vous avez envie de vous engager dans une mission qui fait du sens. Vous avez cette sensibilité à la relation aux enfants différents. Voilà, vous n'hésitez pas à nous contacter. On recrute. Et donc, merci beaucoup de nous donner cette visibilité qui est juste essentielle pour nous. On va relayer, on va pousser un maximum, on va ensemble, de toute façon, on se refait pas, on est des entrepreneurs, donc on a bien compris en fait le mine de rien de la communication, c'est hyper important. Donc on va pousser, et moi je te dis, c'est un vrai plaisir de mettre en avant cette cette association parce que voilà, c'est très important d'inclure ces enfants qui sont malheureusement par essence effectivement dans des situations compliquées de vie, d'handicap, d'exclusion, beaucoup d'exclusion sur ces personnes-là malheureusement. Et donc ton initiative est vraiment tout à ton honneur, Jérôme. Bravo pour ça. Encore merci. Et puis écoute, on te reverra nous dans un prochain épisode pour que tu nous parles de ton autre vie qui est ta vie d'entrepreneur. Et n'oubliez pas, on est sur Je ne perds jamais. Donc soit je gagne, soit j'apprends. On ne lâche rien jamais. Merci Jérôme, merci à toi. Merci, Patrick. Ciao, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.